Et l'invité du jour dans À la Une, c'est vous, Damien Lecomte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'université Paris 1. Merci à vous d'être avec nous ce matin sur France 24. On vient de le voir, un nom semble émerger au sein du nouveau Front populaire ces dernières heures. Pour le poste de Premier ministre, c'est donc Huguette Bello. C'est consensuel ? Alors, a priori, ce n'est pas encore totalement consensuel, puisque, effectivement, comme on l'a entendu dans votre reportage, il y a encore des résistances de la part du Parti socialiste. Mais disons, bon, c'est un nom qui a émergé de façon un peu surprenante, proposé, semble-t-il, par Fabien Roussel, donc par les communistes, qui sont le parti le plus petit de l'Alliance, mais qui ont proposé cette solution pour sortir un peu du bras de fer entre le Parti socialiste et la France insoumise, et qui semble pouvoir, si ce n'est faire consensus, en tout cas être une solution de repli par rapport au nom qui était proposé jusque-là. Oui, on a vu aussi que Huguette Bello avait été saluée pour son attitude républicaine, notamment par les membres de l'ancienne majorité présidentielle. C'est aussi ça, peut-être, que veulent faire les membres du nouveau Front populaire avec ce nom, c'est tenter d'élargir leur alliance, peut-être ? Oui, absolument. En tout cas, il y a l'idée de proposer une personnalité qui, tout en étant très clairement ancrée à gauche, effectivement, a eu des rapports assez cordiaux et même a reçu des éloges de la part de personnes de l'ancienne majorité. On a vu aussi bien Gabriel Attal, Elisabeth Borne ou même Aurore Berger, des personnes qui ont dit beaucoup de bien de la grande républicaine, de la femme politique qui était Huguette Bello, qui en plus a une longue expérience politique. Elle a une expérience du Parlement parce qu'elle a été longuement députée. Elle a une expérience exécutive en ayant été depuis quelques années présidente de région, d'une région particulière. Donc, effectivement, il y a cette idée qu'elle peut, tout en étant très soutenue par les communistes et les insoumis, elle peut être respectée par les bancs de l'ancienne majorité, effectivement. Candidature très respectée, vous l'avez dit, mais ça coince toujours au niveau des socialistes. Pourquoi ça bloque, à votre avis, chez les socialistes ? Parce qu'ils veulent absolument d'Olivier Faure comme candidat au poste de Premier ministre ? D'une part, c'est vrai que les socialistes ont le sentiment, ils sont d'ailleurs, objectivement, ils ont beaucoup progressé dans cette alliance Nouveau Front populaire par rapport à la précédente NUPES, grâce à leurs résultats aux élections européennes, et ils sont devenus un groupe à peu près aussi important numériquement à l'Assemblée nationale que la France insoumise. Donc il y a ce rapport de force nouveau, et les socialistes ont de bonnes raisons de penser qu'ils sont dans une position plus favorable pour essayer d'élargir cette majorité, pour inévitablement devoir négocier pied à pied des textes avec notamment le bloc macroniste. Et puis il y a le fait que Huguette Bello, même si elle est respectée en tant qu'élue, elle reste malgré tout issue de la frange communiste et insoumise. Elle est politiquement proche des communistes et plus particulièrement des insoumis récemment, avec des positions de coup assez radicales. Et puis par ailleurs, on a vu ressortir, depuis que son nom a été proposé, on a vu ressortir les différentes positions qu'elle a pu avoir par le passé en tant que parlementaire. Le fait qu'elle n'était pas présente au moment du vote de la loi sur le mariage homosexuel en 2013, le fait qu'elle n'ait pas voté l'interdiction des signes religieux à l'école en 2004, ce sont des votes qui sont avancés en particulier pour dire que ces positions peuvent parfois être controversées et ne pas forcément rassembler tant que ça à gauche et au-delà de la gauche. Oui, alors donc le Nouveau Front populaire qui fait tout pour proposer une équipe gouvernementale, mais est-ce que ça semble finalement voué à l'échec de proposer cette équipe ? On sent que dans les autres camps, on ne veut pas, en tout cas on reste campé sur ses positions pour l'instant, on ne veut pas élargir le socle comme l'on dit. Est-ce que c'est des postures selon vous ? Est-ce que finalement la situation est vouée à rester bloquée ? La situation n'est pas forcément vouée à rester bloquée, mais c'est incontestable qu'aujourd'hui, elle est, si tout le monde campe définitivement sur les positions qui ont été adoptées, elle est dans une impasse. C'est-à-dire que déjà, au sein du nouveau Front populaire, on voit depuis le second tour ce bras de fer, comme je le disais, entre la France insoumise et le Parti socialiste pour la désignation d'une potentielle première ministre. Où on voit que les deux pôles principaux revendiquent chacun un peu le leadership sur cette alliance. Donc déjà, à l'intérieur de ce nouveau Front populaire, il y a des difficultés à se mettre d'accord sur un nom. Alors ça ne veut pas dire que c'est voué à l'échec, mais en tout cas, en 5 jours, pour l'instant, il n'est pas sorti de consensus et on ignore vraiment combien de temps encore ça pourrait prendre pour se mettre d'accord. Et puis, quoi qu'il arrive, on sait que quand bien même le NFP arriverait à se mettre d'accord sur un nom, et quand bien même le président de la République, ce qui d'ailleurs est déjà aussi très incertain, ferait droit au fait que c'est la première force politique parlementaire à l'Assemblée nationale et nommerait cette personne à Matignon, on a vu que
déjà les réactions et les conditions posées par beaucoup de membres de la coalition présidentielle, de l'ancienne majorité, font qu'on voit mal comment ce gouvernement tiendrait longtemps. C'est-à-dire que beaucoup ont d'ores et déjà dit que s'il y avait le moindre ministre, le moindre secrétaire d'État issu de la France insoumise, et même parfois pour certains des écologistes aussi, ce gouvernement devrait immédiatement être censuré. Donc, comme il n'y a pas non plus de solution alternative qui se dessine du côté du bloc central, puisque les Républicains, jusqu'à présent, sont aussi dans une position d'opposition ferme et systématique, et de surtout pas soutenir et encore moins participer à un gouvernement avec la coalition présidentielle. C'est vrai que pour l'instant, les positions adoptées par les uns et les autres font qu'il n'y a tout simplement pas d'issue parlementaire pour désigner un gouvernement qui pourrait tenir suffisamment longtemps, en tout cas avant de se faire immédiatement renverser par une motion de censure. De son côté, Emmanuel Macron, lui, on a l'impression qu'il a été très discret, il faut bien le dire, depuis le résultat des législatives. On a l'impression que le chef de l'État joue la montre d'une certaine manière, peut-être pour diviser, notamment à gauche. Oui, en tout cas, le chef de l'État très clairement a renoncé. Alors, il a déjà renoncé à s'exprimer le soir de l'élection, et en effet, tout ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'il se laisse du temps. Alors peut-être pour laisser se décanter la situation, peut-être se dit-il que faute d'un nouveau gouvernement, au moins le gouvernement Attal restera le temps nécessaire, quand bien même s'il acceptait sa démission, au moins il resterait pour, comme on dit, expédier les affaires courantes, le temps qu'il y ait un successeur. Mais pour l'instant, de ce qu'on a pu comprendre de la lettre d'Emmanuel Macron qui a été publiée dans la presse, il ambitionne toujours de contourner un peu la victoire relative du nouveau Front populaire pour essayer de former une majorité centrale, du coup qui ferait de sa coalition, de son parti, un acteur central, puisque évidemment il exclut le Rassemblement national, contre qui s'est fait le Front républicain, mais en même temps il exclut aussi du Front républicain la France insoumise, qui pourtant en a été un acteur aussi dans l'entre-deux-tours, avec des désistements et des appels au vote barrage. Et donc on voit qu'il essaye de construire une majorité qui intégrerait, on imagine du coup, les républicains sur sa droite et les socialistes sur sa gauche. Mais dans les 2 dernières années, il n'a pas réussi à convaincre les républicains de le rejoindre dans une coalition qui pourtant, à l'époque, ces 2 dernières années, aurait pu être vraiment majoritaire, avoir une majorité absolue. Alors construire une majorité qui inclurait en plus les socialistes semble particulièrement difficile. Et justement, comme les socialistes ont eu cette position maintenant de force au sein du nouveau Front populaire par rapport à la France insoumise, on ne voit pas forcément l'intérêt qu'ils auraient à rompre totalement les liens avec le reste de la gauche, avec leurs partenaires du nouveau Front populaire, pour s'embarquer dans une coalition avec Emmanuel Macron qui serait très fragile et qui serait un volte-face par rapport à leur position, et qui risquerait de les couper de leur propre base électorale et de les plonger dans la popularité. Justement, en parlant de l'ex-majorité présidentielle, on voit les fissures apparaître depuis la défaite, il faut bien le dire, du second tour des élections législatives, avec une forme de guerre de succession aussi qui semble apparaître au sein du parti Renaissance, entre 2 lignes, celle de Gabriel Attal plutôt centre-gauche et celle de Gérald Darmanin plutôt centre-droit. Oui, absolument. Alors, j'ai cru comprendre, d'après les informations qu'on a, que Gabriel Attal devrait devenir le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, et que Gérald Darmanin ne lui disputerait pas cette place, tout en estimant que cette élection ne règle pas la ligne politique de la coalition, et ne règle pas non plus le fonctionnement du parti Renaissance et de ses relations avec ses partenaires. Et effectivement, avec cette dissolution, qui était un pari extrêmement risqué, Emmanuel Macron a quand même pour l'essentiel perdu son pari, même si le Front républicain dans l'entre-deux-tours a énormément limité les pertes pour la coalition Ensemble pour la République. Malgré tout, elle a quand même perdu la position de force qu'elle avait, la majorité relative qu'elle avait dans la précédente Assemblée. Et on a quand même affaire, et c'est la première fois sous la Ve République, qu'on a un président de la République qui n'a plus le droit de se représenter, qui est limité par la Constitution, qui est interdit de se représenter. Donc de fait, ça le pose évidemment dans une situation de faiblesse désormais. C'est-à-dire que maintenant, son propre camp a dans l'ensemble, de ce qu'on peut comprendre, assez mal vécu la dissolution. On n'a pas vraiment compris ce choix de dissoudre et de mettre dans une situation encore plus fragile qu'elle n'était avant, dans la précédente législature. Donc,
désormais, son camp, forcément, se tourne vers l'après, et cet après, il risque de se dessiner de plus en plus sans Emmanuel Macron, qui ne pourra plus être candidat. Donc, évidemment, la guerre de succession, qui, ces 2 dernières années, était quand même assez discrète, assez contenue dans le camp présidentiel, désormais va pouvoir être complètement ouverte, puisqu'on a un président qui a quand même beaucoup perdu en autorité, et qui désormais n'est plus en situation de se représenter de toute façon. Un dernier mot avec vous, Damien Lecomte, sur le Rassemblement national qui arrivait donc 3e de ces élections législatives, qui est aussi très discret depuis la fin de ces élections. Pourquoi ? D'abord, le Rassemblement national doit évidemment encaisser sa défaite, qui est une défaite assez lourde. Il a vraiment, les résultats sont extrêmement décevants pour lui. Et ils ont montré qu'il avait quand même encore un plafond de verre, et que le réflexe de Front républicain était beaucoup plus fort qu'on ne le croyait encore dans l'électorat. Donc, en plus, dans l'entre-deux tours, beaucoup de ces candidats ont été exposés pour leur incompétence, pour leurs propos particulièrement, leur comportement et leurs propos particulièrement xénophobes, parfois antisémites, etc. Donc, il y a vraiment le second tour a révélé quand même encore des faiblesses structurelles très fortes du Rassemblement national. Mais on a vu aussi quand même ces dernières années que précisément Marine Le Pen à l'Assemblée et le Rassemblement national en général pariaient aussi beaucoup justement sur une forme de discrétion, sur une forme de retrait pour ne pas trop s'exposer, pour justement éviter d'être trop exposé aux critiques et aux faiblesses de ses membres, et s'imposer comme une force respectable, républicaine, et une alternative naturelle. Oui. Donc là, le Rassemblement national peut quand même se targuer d'avoir fait le meilleur score de son histoire aux élections législatives, et probablement qu'il va à nouveau réitérer cette stratégie d'une certaine discrétion et d'une certaine respectabilité pour essayer d'apparaître comme une alternative, surtout si en face les forces du Front républicain ne parviennent pas à trouver une solution gouvernementale. Donc ils espèrent sans doute pouvoir tirer profit de cette situation, en estimant que leur victoire leur a été volée par une alliance des contraires, et que ces contraires ne parviennent pas à gouverner. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Damien Lecomte, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques à l'université Paris 1 Sorbonne.